Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers amis. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 57-26 que le Conseil de sécurité vient d'adopter à l'instant sur la question du Sahara marocain. Cette nouvelle résolution répond aux attentes du Royaume. Elle promeut l'initiative marocaine d'autonomie, demande la reprise du processus politique, interpelle sur les violations des droits de l'homme et l'enregistrement des populations des camps séquestrés à Tindouf et satisfait aux requêtes marocaines. En effet, la résolution consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, la qualifiant d'effort sérieux et crédible et la positionnant en tant que seule et unique base pour la négociation d'une solution politique pour le différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. Cette résolution demande au Conseil de sécurité de prendre en considération la dynamique internationale et le momentum au profit de l'initiative marocaine d'autonomie qui jouit du soutien de 20 membres de l'Union européenne, 2 membres permanents du Conseil de sécurité et d'une centaine de pays, et plus d'une centaine plutôt, de pays d'organisations internationales et régionales à travers le monde. Par ailleurs, le Conseil de sécurité demande la reprise du processus politique en exhortant toutes les parties de s'y engager de manière constructive. Cet appel s'adresse plus particulièrement à l'Algérie, qui est citée à 5 reprises en tant que partie prenante, parce qu'il s'oppose au processus politique et surtout, il s'oppose depuis 3 ans à la tenue des tables rondes. Parallèlement, le Conseil de sécurité appelle à la reprise du processus politique, appelle à la relance, ou plutôt la reprise du cessez-le-feu. Dans ce cadre, il appelle également toutes les parties de s'abstenir de tout ce qui est de nature à compromettre le processus politique. C'est un élément nouveau dans cette résolution. Et pour la première fois, le Conseil de sécurité introduit un lien direct entre la relance du processus politique et le respect du cessez-le-feu. Parallèlement, le Conseil de sécurité insiste sur l'importance et l'urgence de la coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, avec une appréciation particulière pour les efforts constants du Royaume dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans ces provinces sahariennes, à travers le rôle joué par le Conseil national des droits de l'homme et ses représentations régionales à Laayoune et à Dakhla. De même, le Conseil de sécurité rappelle son exigence pour l'enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, ainsi que son impératif pour prévenir le détournement de l'assistance humanitaire internationale par le groupe séparatiste armé, le Polisario et le Croissant Rouge algérien, et ce, à travers l'acheminement de cette aide directement aux bénéficiaires, et ce, conformément aux pratiques des organisations humanitaires internationales. Pour conclure, je voudrais dire que, comme vous le savez, l'analyse de toute résolution du Conseil de sécurité ne peut pas se faire exclusivement à l'aune de ses dispositions préambulaires et opératives. Elle se fait également à l'aune de ses silences. Et c'est le cas présentement avec l'atonie totale du Conseil de sécurité à l'égard de l'intervention de l'envoyé personnel, M. Staffan de Mistura, devant le Conseil de sécurité le 16 octobre dernier. Le silence
l'intervention de M. de Mistura a suscité plus de confusion et d'interrogation que porter des réponses. Je suis à vous maintenant pour poser des questions. C'est Omar. Merci, monsieur l'ambassadeur. Ouais. Omar Hachiche, de l'agence MAT. J'ai une question au sujet de l'initiative de l'ambassadeur algérien qui a essayé d'introduire un amendement pour élargir le mandat de Lamine Oursou aux droits de l'homme, ce qui a été rejeté par le Conseil de sécurité. Quelle interprétation faites-vous de ce rejet-là par le Conseil de sécurité? Merci. Vous avez été gentil avec lui. Il a introduit 2 amendements. Un sur, comme vous avez dit, l'élargissement du mandat de Lamine Oursou et l'autre sur la visite du Haut-Commissariat. À cet égard, je voudrais dire que malheureusement, mon frère algérien a fait un show mal scénarisé. Il a essayé de recourir à l'émotion en appelant les membres du Conseil de sécurité, faisant avec beaucoup de compassion, parlant beaucoup de compassion sur les droits de l'homme. Et malheureusement, son message n'était pas audible parce que venant d'un pays qui viole les droits de l'homme, venant d'un pays qui ferme les journaux, les télévisions, qui persécute les hommes politiques, l'opposition, qui enferme même les chanteurs et les chanteuses, qui persécute également le peuple kabyle. Comment un pays comme l'Algérie peut se prévaloir pour donner des leçons sur les droits de l'homme et dire que si le Conseil n'adopte pas ces résolutions, ben, ça veut dire qu'il n'a failli à son devoir. Malheureusement, le fait que le Conseil de sécurité n'a pas appuyé ces 2 amendements, ça veut dire que c'est un échec pour la diplomatie algérienne, c'est un échec pour sa politique, surtout de diviser le Conseil de sécurité, de faire pression sur le Conseil de sécurité et venir ne pas respecter le pen holder, venir à la dernière minute avec 2 amendements, ce qui est inhabituel, mettre 2 amendements en bleu en parallèle à la résolution qui est discutée et adoptée par le Conseil de sécurité. Ce sont des attitudes irresponsables. Et ça prouve quoi? Ça prouve tout simplement que ce qui concerne l'Algérie, c'est le Maroc. Parce que l'Algérie n'a pas fait ça sur aucune des questions qui a été discutées par le Conseil de sécurité depuis qu'ils sont maintenant au Conseil depuis 10 mois. Aucun amendement n'a été mis en bleu en affrontant les pen holders ou en voulant imposer au Conseil de sécurité. On n'a pas entendu un message aussi compatissant sur aucune des questions qui a été posée pour venir maintenant sur la question de Sahara. Ça prouve quoi? Ça prouve tout simplement l'implication de l'Algérie dans ce dossier, la responsabilité première. Et d'ailleurs, le Conseil de sécurité est très fort sur cette question en interpellant l'Algérie à 5 reprises. Autre chose, il a comme j'ai dit, un show mal scénarisé et une sortie de scène encore lamentable, parce que le fait de ne pas voter la résolution, tel point que les responsables du secrétariat se sont interrogés que fait l'Algérie. D'ailleurs, certains diplomates ont souri. Ne pas voter une résolution, il a raté le coche de s'opposer à la résolution pour démontrer qu'effectivement, il est très attaché aux questions de droits de l'homme. Il a raté le coche également en s'abstenant, ou plutôt en ne participant pas au vote, ce qui veut dire que, d'après l'explication qui est donnée dans les manuels des Nations Unies, quand un pays membre du Conseil de sécurité ne participe pas au vote, ça veut dire qu'il a une implication directe, qu'il a un intérêt direct dans cette question. Et c'est la preuve que, malheureusement, l'Algérie nous donne la preuve aussi bien par la manière que par le contenu, que par la mise en scène de son attitude cet après-midi devant, je dirais, le monde entier, parce que grâce à la télévision des Nations Unies, le monde entier suit ce qui se passe au Conseil de sécurité. Voilà ce que je tenais à dire sur cette péripétie des 2 amendements de l'Algérie.
C'est Zakaria? Oui, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, le Conseil de sécurité vient d'adopter une résolution appelant l'Algérie à reprendre sa place aux tables rondes. Pensez-vous, monsieur l'ambassadeur, que l'Algérie, cette fois-ci, va répondre favorablement à sa table? Je vais dire ce que les Anglais disent du wishful thinking. Nous l'espérons, bien que nous ne sommes pas certains. Tout simplement parce que l'Algérie s'arc-boute sur sa position de rejeter les tables rondes, alors qu'elle avait participé à ces tables rondes. L'Algérie, depuis pratiquement le départ de l'ex-envoyé personnel, M. Scholar, a refusé de reprendre sa place autour de ces tables. Nous le regrettons amèrement, mais cela n'absout pas l'Algérie de sa responsabilité. Elle est responsable du blocage, elle est responsable de cette situation où l'envoyé personnel ne peut rien faire. Elle est responsable de ce qui se passe dans les camps. Elle est responsable également de l'armement du Polisario, de son financement. Elle est responsable pratiquement de tout cette tragédie du peuple algérien qui s'appauvrit alors qu'on finance à bras ouverts un groupe séparatiste, qu'on finance également les campagnes médiatiques, les campagnes diplomatiques, et que tout cela, malheureusement, nous aurions souhaité que l'Algérie reprenne sa place et qu'elle puisse, ce qu'elle a à dire ici, au Conseil, ou ce qu'il a à dire à l'Assemblée générale ou à la 4e commission, qu'elle vienne, qu'elle le dise. Et on peut argumenter, on peut discuter. L'essentiel, c'est de parvenir à une solution qui, nous l'espérons, permettra à l'Union du Maghreb arabe d'être réactivée, qui permettra de la coopération entre nos peuples, la région, le Maroc, l'Algérie et les autres pays, la Mauritanie, la Tunisie, pour coopérer contre l'extrémisme violent, le terrorisme, trafic des êtres humains, trafic de tout genre. Malheureusement, il continue, il persiste dans cette situation, mais comme j'ai dit, je ne perds pas espoir. En tant que diplomate, je suis obligé d'être optimiste et espérant, Inch'Allah. Alors, Sidi Rachad. Yes, question Arabic. Yes, please. أبلغ المبعوث الشخصي السيد ديمستورا أن مجلس الأمن أنه استحضر فكرة التقسيم، ما تعليقك على ذلك؟ ما تعليقي على ذلك؟ أولا أود أن أذكر أن المغرب كان قد رفض منذ البداية أي فكرة للتقسيم، وكان وزيري واضحا في هذا الشأن، وكان البيان وزارة الخارجية وكل شيء كان واضحا. هنا أريد أن أوضح 3 أمور. أولا، المسؤولية السياسية ديال اقتراح التقسيم. لا بيكر ولا ديمستورا اقترحوا، هما غير نقلوا رسالة من المسؤولين الجزائريين للمغرب. أولا من قام بالاقتراح هو الله يرحمه الرئيس الجزائري بومدين في نوفمبر 2001 لما زار هيوستن لكي يناقش مع جيمس بيكر قضية الوطنية. هناك اقترح عليه يعني أن المغرب يقتسم الصحراء. طبعا كان جوابنا هذيك الساعة لا ولا. 6 أشهر بعد نوفمبر في جولاي ولا جون، السفير الجزائري في الأمم المتحدة رسل أكد استعداد، وأنا أزيد هنا استعداد الجزائر للنقاش والنظر في التقسيم مرة ثانية. يعني هذا ماشي غير كلام أتى به جيمس بيكر من حديثه الثنائي مع فخامة الرئيس مرحوم بوتفليقة، ولكن هناك رسالة رسمية مبعوث الجزائري السفير الجزائري هنا. 22 سنة من بعد ماذا حصل؟ يأتينا من جديد اقتراح تقسيم. حامله هو لما كان المبعوث الأممي في الجزائر، طبعا قيل له بلغ للمغرب أننا على استعداد أن ننظر من جديد في التقسيم.
وكان جواب المغرب وخاصة ووزيري أن المغرب هذا مولود يعني ميت، هذا مرفوض. احنا المغرب لا نريد النقاش في هذا التقسيم. هذا يعني المسؤولية السياسية، غير باش نأكد على دور الجزائر المحوري والهام في هذا. النقطة الثانية هي لماذا الجزائر تقترح التقسيم؟ إلا شتي في التواريخ وشتي في الظرفية التي تتقدم فيها الجزائر بالتقسيم، ترى أن الجزائر تأتي بالتقسيم كلما كانت في ورطة دبلوماسية، كلما كانت ضعيفة سياسيا ودبلوماسيا، كلما كانت عليها ضغوط ديال المجتمع الدولي. وهنا أذكر أن كلام رئيس بوتفليقة كان في نوفمبر، في قبل عدة أشهر في نفس السنة، الأمين العام للأمم المتحدة قال أن الاستفتاء لن ينظم لأنه impracticable، لا يمكن تنظيمه، والبلان دو ريغلومون خلاص انتهى. فهذا هو الضغط الأول اللي كان عليه. فكان الجزائر كانت بحاجة أنها يعني تخرج من هذا الموقف السياسي الصعب بأنها أتت بالتقسيم. ولكن لما راحوا لهيوستن كان كذلك عليهم أن يبلغوا رفضهم للاكور كادر الذي اقترحه بيكر. فهذا كله خلاهم أنهم كانوا على ضغوط كبيرة عليهم. المخرج هو أنه يأتوا شيء جديد لكي يشغلوا العالم ولكي يعني إثارة الانتباه لجهة ثانية. ماذا حصل هذه السنة لما جاءوا؟ نفس الصعوبة، نفس الورطة السياسية والدبلوماسية تاع الجزائر. هنا أقول لك أولا ضغوط تاع المجتمع الدولي، خاصة مع قرارات مجلس الأمن التي تنادي ب يعني مباشرة المسلسل السياسي. الضغوط ديال المبعوث الأممي الذي يروح عندهم ودائما يقولوا تأتي للجزائر ولكن لا تبلغ، يعني يأتي سريا كأنه يسرق. ثالثا الاعترافات بمغربية الصحراء، اعترافات دعم كبير للمقترح المغربي ديال الحكم الذاتي. ثالثا لا رابعا كل هذه المسائل خلت الجزائر طبعا تحت ضغط كبير، وخاصة الاعترافات الأخيرة ديال فرنسا وألمانيا وإسبانيا والدول الاسكندنافية، دول شرق أوروبا، كل هذا خلى على في الضغط كبير. فالمخرج دائما أنهم يأتون بمقترح نحل المشكل بالاقتسام. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة موقف المغرب. قلت أن وزيري قال أنه رافض تماما. طبعا في عدة لاءات تاع المغرب. أولا كما قال وزيري سيادة المغرب على الصحراء ليست موضوع تفاوض. الوحدة الترابية ليست فوق الطاولة. التزام المغرب بالحفاظ على حدوده واعتراف بصحرائه قائمة. لا الثانية هو أن الإخوان في الجزائر وحتى السيد دي مستورة الله يسامحه نسي أن 35 مليون من المغاربة أقسموا أنهم لن يسامحوا فيه. قسم المسيرة الذي نادى به المرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله. ثالثا إخواننا الصحراويين في الجنوب أعطوا البيعة ديالهم للملك المغرب كما أعطوها أجدادهم للملوك والسلاطين المغاربة. هذا لا أخرى. والنقطة الأخيرة هي الدماء الطاهرة ديال الشهداء المغاربة الذين دافعوا على الوحدة الترابية في الصحراء. كيف ممكن أننا نقبل أن هذه الدماء تروح هبة كذلك؟ لكل هذه الأسباب المغرب ليس عنده أي استعداد ولو يقتسم حبة رمل من الصحراء. ونتمنى أن الجزائريين وأي مبعوث جاي يكونوا مقتنعين أن هذا يعني نون إيشيو، وأن هذا مولود ميت ودفناه وخلصنا نهائيا من التقسيم.
سيدي أحمد، سيدي أحمد أنت. Thank you, Mr. Hilal. Ahmed Aywa. Faki, ATN News. Mr. Stefan de Mistura, the personal envoy of the Secretary General to the Western Sahara, had made an announcement that he is giving the Council 6 months time frame for resolution or political resolution. Otherwise, he is going to recommend reassessment of the UN role in the Sahara. How does Morocco view this announcement in the light of all the developments that's taking place in the time being? Thank you very much for your question. Indeed, we were very surprised by this comment and this affirmation. For us, it's very clear. The personal envoy has very clear mandate. It's to facilitate the solution between the parties. The assessment of the role of the UN is not of his business. It's to the Secretary General to do it. It's to the members of the Security Council to do it. The personal envoy, his mandate is the letter of designation by the Secretary General and the resolutions of the Security Council. He has to implement that. And I would like to recall here that there is a guide for the facilitation of the UN, training facilitation. And in this guide, there's documents of the UN about the role of the facilitation and the facilitators is very clear. We are asking him as a first recommendation, implement your mandate. Second recommendation, act with authority. Did he do that? We don't think so. So for us, we are just asking him to implement his mandate based on the letter of the Secretary General and implement the resolution of the Security Council who are calling for the resuming of the round tables where they ended with President Koller. If he do that, we will be very happy. We are waiting. Every time we are waiting for him to do so. And I would like just to say one thing. He is just very complacent with the opposition of Algeria, accepting the position of Algeria like fact. And I would like to recall here that for Manasset talks, the former personal envoy, Christopher Ross, he didn't ask the opinion of Morocco, Algeria, Mauritania, could you come to Manasset or not? He just decided the date and the place, and he sent the invitation. 2, the President Koller, when he called for the roundtables in Geneva, he didn't ask Morocco's opinion. He didn't ask Algeria. He decided, I will organize roundtables in Algeria. That's the date. I'm waiting for you. So we are waiting that the de Mistura do the same thing and not just accepting the opposition of Algeria bluntly. And for us, the assessment of, we don't want to assess the role of the UN. We want to assess his role, his own facilitation. And for us, the success, the progress will be measured based on there will be yes or not calling for roundtables in Geneva. And they would like to say here that Switzerland just said a few weeks ago that they are very happy and they will be very happy to host the third roundtables. So we have the place, we have the invitation. We know what is missing is the authority of the personal envoy and implementation of his mandate. I hope gives you satisfaction. So, yes, please. نعم طحان Associated Press. Associated Press. شكرا على إتاحة الفرصة. سؤالي للعلم إنه اتخاذ القرارات بياخذ وقت طويل لحتى توصلوا لحل، وخصوصا إذا كان الطرف الآخر في مراوغة للوصول إلى حل. ما هي النقاط الأهم بنظرك لحماية أو لحقن الدماء في تلك المنطقة؟ في أي منطقة؟ في حقن الدماء حتى ما يصير في قتل وحتى ما تستمر عملية يعني العنف والقتل اللي نحن بنسمع فيها. لا، ولكن أين؟ في أي مكان؟ في منطقة وسط الصحراء. لا، منطقة وسط الصحراء ليس هناك حرب.
ليس هناك اليوم دماء. اليوم ذكروا في اليو ما ان انت يمكن عرفتي كم بلاغ نشروا؟ اكثر من 850 بلاغ منذ هذه ثلاث سنوات. فما فيش لا حرب، في مناوشة، مرة يعملون أشياء من بعد ويهربوا، هذه ليس حرب. وأدعوك لقراءة تقرير تاع الأمين العام، تشوفي أن ليس هناك حرب، ليس هناك لا أموات لا دماء لا مناوشات لا أي شيء. فهذاك مع الأسف أنت تقرأين بلاغات البوليساريو أو بلاغات الجزائر. حاولي تقرأي بلاغات أو لا تحاليل تاع الدول، يعني الصحافة الدولية المحترمة التي تقول وتبلغ based on على أساس زيارة التي يقوم بها الصحفيين أو الدبلوماسيين أو أعضاء تاع الأمم المتحدة، السكرتارية تاع الأمم المتحدة، لكي تتأكدين أن ليس هناك حرب في الصحراء وليس هناك دماء. الحل ليس لحقن الدماء ولكن لإغلاق الملف بيد الجزائر. يوم الجزائر تقرر أن تقف دعمها السياسي والعسكري والمالي وتترك أراضيها تحتضن فيها يعني مرتزقة، تحتضن فيها مجموعات مسلحة، هذاك اليوم سوف يحل المشكل. وطبعا احنا أملنا أن هذا الشيء سوف يحصل في جيلنا عما قريب وليس في الأجيال المقبلة. على العموم المغرب في أرضه، في صحراءه، والصحراء في مغربها، وإحنا نبني. الجزائر تريد أن تدمر، تريد أن تخلق مشاكل، ولكن إحنا ما بيهمناش. اللي تهمنا هو عزيمتنا، قوتنا، والإرادة ديال الشعب وملك، والإرادة الدولية التي تساند الآن. شوفي غير الزيارة ديال ماكرون كيف مرت، تصريح ديال ماكرون، يعني القنصليات التي فتحت، هذا يعني لما تفتحي 30 قنصلية، هذا يعني أن في حرب. لما يكون فيه مؤتمرات هناك دولية، هذا في حرب. لما تكون فيه هنا أكبر ميناء في غرب إفريقيا، ما يمكن يبنى أكبر ميناء في غرب إفريقيا لكن في هناك حرب وفيه دماء. ما يمكن يكون هناك أكبر قنطرة في إفريقيا مرتفعة، ما يمكن هذا الشيء كله يحصل. وكما يدعي يعني المرتزقة أن في حرب وأن في دماء. على العموم أشكرك على سؤالك. سي كريم. J'ai une question, je voudrais, merci monsieur l'ambassadeur, c'est Karim Oufiad de MAP. Je voudrais revenir avec vous sur l'arrêt de la Cour de justice européenne. Comment cet arrêt va-t-il affecter les accords conclus entre l'Union européenne et le Maroc? Comment? Pour nous, il n'y a pas d'impact sur nos relations avec l'Union européenne. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de même que les déclarations de mon ministre plusieurs fois devant la presse, c'est que c'est une question euro-européenne. Ça ne concerne pas le Maroc, ça concerne l'Europe. Nous ne sommes pas ni sujets de l'Union européenne, ni assujettis en tant qu'État au droit communautaire européen. La question du Sahara relève du droit international. La question du Sahara relève de l'institution qui est dans cet immeuble. Et pour nous, donc, pas d'impact, on n'est pas concerné. C'est aux Européens de régler ce problème. Cela ne nous empêche pas de faire des observations. Première observation, c'est que la Cour, avec tout le respect que j'ai pour la Cour, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, a appliqué le droit communautaire alors que la question relève du droit international. Première. Et je voudrais ici rappeler que l'article, si ma mémoire est bonne, l'article 23, 25 et 26 des statuts de la Cour, il est dit que la Cour, dans ses jugements, doit se baser et doit s'inspirer du droit international, ce qu'il n'a pas fait. Il s'est basé uniquement sur le droit humanitaire, comme si nous étions européens. Deuxièmement, dans tout arrêt, on appelle, normalement, je ne suis pas juriste, mais ce que je sais, c'est qu'on n'introduit pas des éléments nouveaux. Or, la Cour a introduit un élément nouveau alors qu'elle était censée juger ce qui existe et non pas venir avec un élément nouveau qui est la population. En ce qui concerne cet élément nouveau, elle s'est basée sur ce qu'a dit l'avocat
de l'autre partie sur la population, 500 000. D'où vient ce 500 000? Il n'a pas eu qu'il puisse le dire, c'est une chose, mais que la Cour puisse c'est-à-dire l'utiliser comme un argument, c'est inacceptable et maladroit. Ici, je voudrais montrer un document qui date, c'est le اللاجئين منظمة ديال الأمم المتحدة للاجئين المندوبية السامية للاجئين تقرير حول الجزائر ومخيمات تندوف والمندوبية السامية للاجئين يعني تناقش المسألة تاع المساعدات وكذلك كيفية تفريق المساعدات على أساس الأعداد التي تعطى لها. وفي هنايا lessons learned and future outlook، يعني الدروس المأخوذة فيما يخص هذه المساعدات ديال اللاجئين لسنة 23 24 25. يقولون أن العدد السكان 173,600 وزايدين هنايا كما أعطيت لهم من طرف البلد المضيف. Vous voyez, c'est très clair. Le document est très clair, très éloquent. Les Algériens disent c'est 173 000, la Cour européenne dit c'est 500 000. Donc comment faire? Dernière observation pour ce qui concerne la Cour, c'est que la Cour a critiqué l'avis juridique Corel, qui est un avis qui a été demandé par le Conseil de sécurité. Comment une Cour européenne peut-elle se permettre de critiquer un avis qui a été émis par une organisation internationale basée sur le droit international? Vous voyez ce que notre avis sur la Cour, il y a bien sûr ce que nous pensons et ce que nous sommes par rapport à la Cour européenne. Et comment nous voyons, nous restons optimistes et nous disons c'est un problème, je le répète, euro-européen qui doit être réglé entre les Européens et leur Cour. Je voudrais dire une dernière chose sur la contestation. Ce n'est pas la première contestation d'un tel arrêt. D'ailleurs, comme vous l'avez suivi, les pays européens ont publié au niveau des chefs d'État communiqué après leur Conseil des ministres il y a 10 jours, un communiqué soutenant leur attachement plutôt à relations stratégiques, économiques et de partenariat avec le Maroc. C'est une réponse à la Cour. Des pays pris individuellement ont publié des communiqués de soutien, d'attachement et de distanciation par rapport à la Cour européenne. C'est Madame Van Leyden, la commissaire européenne, et là également, le jour même, publié un communiqué de soutien au Maroc, la relation avec le Maroc et surtout le partenariat stratégique et économique avec le Maroc. C'est la même chose de la part de M. Borrell. Toutes ces communications versent dans la justesse de la position marocaine, la neutralité du Maroc par rapport à l'arrêt de la Cour, mais également l'attachement de ces pays dans les relations économiques, commerciales, politiques avec le Royaume du Maroc, malgré cet avis de la Cour. Et je voudrais juste, en parlant de contestation, nous ne contestons pas, c'est aux Européens de le contester. Mais il y a, je dirais, beaucoup de précédents. Par exemple, la Pologne a contesté un arrêt de la Cour européenne en ce qui concerne la réforme de la justice. L'Allemagne a contesté un arrêt de la Cour en ce qui concerne la réforme des retraites. Le Royaume-Uni a fait de même quand il était membre de l'Union européenne, parce qu'il a contesté un arrêt de la Cour concernant la taxation des transactions financières et également un jugement contre un terroriste moyen-oriental. La Hongrie a contesté un arrêt de la Cour concernant la liberté d'expression et les ONG. Et finalement, je dirais le dernier, c'est la Tchéquie qui a contesté l'arrêt de la Cour en ce qui concerne la répartition des quotas des réfugiés. C'est dire que les arrêts de la Cour
Bien sûr, ne sont pas contraignants pour les Européens, ils les contestent et ils s'adaptent avec ces arrêts. Mais pour nous, nous disons, c'est européen, l'affaire est close. Votre ami attend. Oui? Monsieur de Mistura demande au Maroc de préciser les détails de l'autonomie. Quelle est votre réaction? Si nous précisons les détails de l'autonomie, avec qui nous allons les négocier? Avec nous-mêmes? C'est pas avec nous-mêmes. C'est une énième fois que, pas seulement M. de Mistura, mais également Christophe Ross avait fait de même en me demandant, donnez-moi le texte, je vais le faire peindre en couleur des Nations Unies et je vais le présenter aux autres partis. On a dit non. Et ce n'est pas pour M. de Mistura, mon ministre. Et même, dirons, avec le président Horst Kohler, nous avons discuté du contenu de l'initiative marocaine d'autonomie. J'invite le secrétariat qui suit le dossier du Sahara marocain au département politique ici à donner le compte rendu à M. de Mistura pour qu'il sache que ça a été déjà discuté, nous les avons détaillés. Mais pour détailler, nous avons besoin d'un partenaire. Le Maroc a été très clair. Dès qu'ils acceptent l'autonomie en tant que solution définitive dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, tout devient possible et on détaillera autant qu'ils le voudront et nous serons ouverts à la discussion. Mais que nous puissions nous dire, voilà, nous voulons détailler. Après, qu'est-ce qu'on va discuter? Lorsqu'il y aura, dans un an, 2 ou je ne sais combien d'années, il y aura une réunion des tables rondes, qu'est-ce qu'on va discuter? Et ce n'est pas sûr que ce que nous allons détailler va être accepté. Nous leur disons, venez avec tout ce que vous voudrez mettre dans ce projet, cette initiative. Mais vous devez être prêt à l'accepter et à discuter en toute franchise. Et le Maroc fera preuve de beaucoup de générosité, beaucoup de souplesse et surtout amènera les garanties internationales nécessaires pour, en ce qui concerne les systèmes autonomiques à travers le monde. Comme nous avons pris des leçons, ou plutôt nous sommes inspirés de plusieurs systèmes autonomiques avant de présenter l'initiative d'autonomie, eh bien, nous allons nous inspirer également de ce qui est fait, de ce qui est mis en œuvre pour réussir l'initiative, Inch'Allah. Oui. Monsieur l'ambassadeur, le statut de l'agence est fait. D'accord. Dans le sens que vos collègues de là-bas, oui. Comment peut-on négocier sur un texte si on ne connaît pas le contenu? Et une deuxième question. Monsieur de Mistura, il a fait allusion pourquoi il pourrait même quitter son poste s'il ne voit pas de progrès d'ici 6 mois. Alors, je vous réponds sur la première question. Tout d'abord, le texte, il est public. Et ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a dans le texte, c'est qu'ils font preuve de, je ne dirais pas de malhonnêteté, mais vraiment, je ne veux pas qualifier leur attitude. Mais le texte, il est public, il est très clair, et je voudrais même vous citer l'article 35, qui invite les partis à apporter leur contribution positive, et je dirais contribution positive et constructive. Ça veut dire qu'il est ouvert, il n'est pas à prendre. Nous n'avons jamais dit que c'est un texte à prendre et à laisser. Nous avons dit que c'est un texte négociable. Et nous avons dit que nous sommes prêts à faire de ces 5 pages, 100, 500 pages. Les détails, ils devront impérativement être négociés. Le Maroc ne cherchera jamais à imposer une autonomie à qui que ce soit. Nous avons toujours été légalistes, nous le resterons. La solution viendra dans le cadre des tables rondes, dans le cadre de la facilitation des Nations Unies, avec l'appui du secrétaire général, de son envoyé personnel, et in fine, avec l'approbation de tout accord entre les parties par le Conseil de sécurité. Notre vision est très claire. L'ONU, rien que l'ONU, et pas plus que l'ONU. Voilà. Mais nous sommes ouverts. Pour ce qui concerne Monsieur Départ, vous avez dit, il cherche à partir. Qu'est-ce que vous avez dit, s'il vous plaît? Moi qui le dis, il a fait allusion à pourquoi il pourrait peut-être reconsidérer sa mission d'ici 6 mois s'il ne voit pas de progrès. C'est pas à moi que vous devez me poser la question. Posez-lui la question. À lui.
Pour nous, on le soutient, on l'appuie et on veut continuer à travailler avec lui. S'il estime, lui, qu'il n'est plus en mesure de continuer sa mission, non pas à cause du Maroc, mais à cause du refus de l'Algérie de revenir à la table ronde, c'est son problème et c'est son droit. Et nous le regretterons, je le dis en toute franchise. Mais je vous invite à lui poser cette question directement. Êtes-vous en général satisfait de son rôle et de la manière dont il a mené? Satisfait, non, mais nous lui faisons confiance. Ben, satisfait sur quoi? On n'a rien vu. Rien. Et chaque fois, on dit quand est-ce qu'on va se retrouver, quand est-ce que l'Algérie va revenir. Il y a une petite lueur d'espoir. Je crois, dans son briefing au Conseil de sécurité, il a dit que l'Algérie serait disposée à revenir à une sorte de table ronde. Pas table ronde, c'est-à-dire, je sais pas, la géométrie de la table n'est pas un problème pour eux, mais c'est une question de menu. Eh bien, discutons le menu. Et on peut s'asseoir, quelle que soit la géométrie de la table. Nous lui faisons confiance, mais s'il doit partir, on ne va pas le retenir, parce qu'on doit respecter sa volonté. Mais j'insiste, reposez-lui la question. S'il vous dit quelque chose, tenez-moi informé, s'il vous plaît. D'autres questions? Non? Merci infiniment.